Hier soir, Elon Musk a lancé son robot taxi et on a assisté à quelques scènes un peu ubuesques, comme ce jeune homme qui discute Talking. avec un robot Tesla. John? Where's John? Right here. Oh, hello, John. How are How you? you doing? That's Very good. crazy. I'm Where are talking you to a from? robot. From San Jose. Et comme Probably vous le from where voyez, you ben, were la from where you were discussion born in est similaire Silicon un peu à Valley. celle qu'on a Wonderful. avec un humain. Ils ont même des Well, mimiques Mountain Valley, or do you live in Ye- San gestuelles. Francisco area? C'est no, juste I live in incroyable. Los Gatos. Los Gatos. Oh, wonderful. Very Yeah. nice area. Where do you live? Beautiful hiking I hear out there. There is. Where do you live? I live in Palo Alto at the current moment. Figures. Alors c'est difficile de savoir exactement ce que sont capables de faire ces robots parce que là ils sont dans une situation de santé très tendue. D'ailleurs, il y a souvent des gens autour pour faire attention qu'ils interagissent correctement avec eux. Et il Yeah, n'empêche for sure. Let's do it. Little c'est video. très impressionnant. Alors le show est pour ça pour nous impressionner. Et au-delà de ça, ce que j'ai trouvé intéressant dans la présentation d'Elon Musk, c'est la vision du futur qu'il nous propose. Enfin, c'est pas une vision, c'est le futur qu'il nous propose. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Et je ferai aussi à la fin un petit encart sur un sujet qui n'a rien à voir, hein, que j'ai déjà traité. Je reviendrai donc sur cette news qui date un peu, mais qui m'a échappé et qui est importante. Vous m'excuserez pour ma voix, j'ai eu une pharyngite. Alors très rapidement, Elon Musk a présenté son nouveau produit, Robotaxi, donc une voiture complètement autonome, sans pédale ni volant. Le RoboVan, donc pareil, véhicule complètement autonome, qui sera disponible plus tard. Là, ça a l'air d'être un prototype qui est un minibus en fait, assez luxueux, faut dire. Et évidemment, Optimus était de la partie. Mais ce que je retiens en fait de sa présentation, c'est ce genre de choses là que je vais vous montrer. Voilà, on voit ici une ville et comment elle est réimaginée par le véhicule autonome. On voit qu'il y a beaucoup plus de verdure. Et là, c'est pareil, regardez un aéroport, comment il est réimaginé avec l'introduction des voitures autonomes. Et pourquoi il montre ça? Et est-ce que c'est complètement farfelu? L'idée, en fait, elle est assez simple derrière. C'est de dire, à partir du moment où on a des véhicules sans chauffeur, il y a deux choses qui changent. D'abord, la première, c'est que vous avez plus de temps, puisque vous pouvez faire ce que vous voulez dans le véhicule pendant qu'il se déplace. Vous pouvez dormir, vous pouvez travailler. La deuxième chose qui change, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules que nous possédons, la plupart du temps, en fait, ils servent à rien. Ils sont dans le garage ou dehors, peu importe, et ils attendent qu'on les utilise. Des véhicules complètement autonomes pourraient circuler en permanence et transporter des gens. Alors, évidemment, la question de savoir si on les possède en propre ou pas continuera de se poser. Mais ça peut déboucher, ou en tout cas ça va déboucher sur un grand changement de société. Puisque la plupart des véhicules, en tout cas, vont devenir collectifs, si vous voulez. On va juste décider qu'on se déplace d'un point à un autre. Un véhicule viendra nous chercher et nous y amènera. Et il passera au suivant après. Donc, on aura besoin de beaucoup moins de voitures, donc plus besoin d'autant de parking. Et c'est pour ça que Elon Musk nous propose cette vision, où ça permet de reconvertir de nombreux espaces qui sont dédiés aujourd'hui aux voitures, puisque la flotte de voitures qui sera nécessaire pour assurer les mêmes transports qu'aujourd'hui sera réduite peut-être par 5 ou par 10. C'est les chiffres qu'il avance et il me semble tout à fait réaliste. Bon, mais c'est pas tout évidemment, parce que une fois que vous avez réussi à avoir des véhicules complètement autonomes, ce qui est extrêmement difficile du point de vue des IA, et moi je ne suis pas allé regarder où on en était en ce moment sur ce sujet-là, parce que il y a de nombreuses étapes à passer. Donc là, visiblement, il commercialise déjà un véhicule complètement autonome, mais si j'ai bien compris, ça va être assez cadré. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, pour tous les trajets. Mais ça viendra. Et quand on aura atteint ce niveau-là, on aura aussi des robots, très probablement, complètement. Et là, ce qu'on voit, c'est déjà très très impressionnant, mais je soupçonne que ce soit un effet démo, dans le sens où ils ont été placés là pour des tâches bien spécifiques et ils ne sont pas du tout encore capables d'être totalement autonomes, ces robots-là. Alors c'est déjà très très impressionnant, pour être franc,
ce qu'ils sont capables de faire et la naturalité des mouvements. Regardez un peu la fluidité de la manière dont il fait bouger sa main. Alors évidemment, ça a été modelé sur le mouvement de la main d'un humain, mais il n'empêche que ça reste quand même une prouesse technique, même si derrière, il n'est pas capable de reproduire tous nos mouvements, ce robot-là. C'est juste dingue. Donc ça va pas tarder. Yeah, this is awesome. Et quelque part, That's where they trick. le vrai critère, ça sera le jour où les robots seront capables de se construire eux-mêmes. Est-ce que ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, ou jamais? Je ne sais pas, je pense que c'est pour dans pas si longtemps que ça. Mais à partir de là, la société va complètement changer. Oui, d'ailleurs, pendant les démos, vous voyez là, les gus avec... alors, on les voit pas très bien, là, ils sont un petit peu cachés, mais les gus avec le petit collier rouge, là, bon, ben, c'est tous les ingénieurs, en fait, qui surveillent les démos, que ça se passe bien, de faire en sorte que le gars ne touche pas le robot et qu'il ait une interaction correcte avec. Parce que, ben, pour l'instant, en fait, ils savent pas faire tant de choses que ça. Je pense que lui, là, il a été programmé pour dire, bah, tu vas marcher jusqu'à un spot, et puis après, tu discutes avec les gens, grosso modo. C'est la limite actuelle, hein. C'est la même limite pour les LLM, pour les chatbots, si vous voulez. On ne peut pas leur réapprendre des choses en direct. On peut les guider pour faire des choses. Et on peut interagir avec d'une manière beaucoup plus fluide qu'on ne faisait avec les ordinateurs avant, mais ça reste très limité encore, hein. D'ailleurs, Sabine Ossenfelder a poussé un papier hyper intéressant sur la productivité, le gain de productivité réel amené par les IA génératives en entreprise, dans le domaine de la programmation. Et bon, je vous passe les détails. C'est ici que c'est intéressant, là, ce petit graphique, je vais commenter rapidement, mais grosso modo, le gain de productivité est de 26% à peu près, un quart quoi, ce qui est pas mal. Mais là où c'est très très intéressant, c'est que quand on sépare la productivité entre en bleu là, les juniors et les seniors, on voit que les seniors, bah, en fait, le gain de productivité est très très faible. C'est plutôt pour les juniors. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un programmeur junior, il va se mettre plus vite dans le bain qu'un programmeur expérimenté. Donc c'est super, mais les gains sont pas si énormes que ça finalement, hein. Et ça retombe sur la problématique que j'avais déjà soulevée à propos de O1. D'ailleurs, j'ai fait des tests, je vous ferai une vidéo dessus bientôt. J'ai enfin réussi à trouver un test de la vie réelle à faire dessus. Parce qu'à chaque fois, les gens qui parlent de O1, c'est soit des chercheurs et on ne sait pas trop sur quoi ils ont testé, soit des gens qui font passer des tests déjà plus ou moins standardisés, qui ne veulent pas dire grand-chose au fond, et c'est très difficile de savoir dans la vie réelle ce que ça apporte, ce fameux O1. Et j'ai pas trouvé d'écho sur Internet. Et moi-même, j'avais du mal à trouver des questions où il faisait vraiment une différence. Donc j'en ai trouvé une et je vous ferai une vidéo dessus. Vous verrez, c'est super intéressant. Mais la conclusion, elle est assez simple. C'est que les gains ne sont pas si énormes que ça. Et vu les coûts qu'il y a derrière, bon, ben voilà, ça retombe sur ce que je disais précédemment. Il y a une bulle. Quand est-ce qu'elle va éclater? Je ne sais pas. Dans la mesure où Sam Altman continue à gonfler la bulle par de la hype avec des news savamment entretenues et tout un discours où il manipule la Terre entière. Mais de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de monde qui dénonce ces mensonges. Bon, en tout cas, on verra comment ça va tourner tout ça, mais on se rapproche de l'usage de ces robots dans la vie quotidienne. Et c'est vraiment ça qui a un peu été mis en scène dans cette soirée. Donc c'est volontaire, il ne faut pas le prendre, encore une fois, au pied de la lettre, hein. Je vois des commentaires stupéfiants et enthousiasmants, c'est incroyable. Alors oui, mais ce sont des démos bien cadrées, hein. Donc attention, on ne va pas se laisser piéger, même si moi aussi je suis très enthousiaste en voyant ça. Faire attention à ne pas se laisser piéger sur l'état réel de là où on en est aujourd'hui. Donc on avance, c'est clair et net, c'est en train d'arriver. Est-ce que ça sera, je me répète, mais dans 3 ans ou dans 30, je ne sais pas. Et ce sur quoi travaille Elon Musk, ah oui voilà, l'autre scène que je voulais vous montrer, c'est ça. Bon, il a fait son petit speech, donc en indiquant tout ce qui allait changer dans le futur. Et ensuite, l'ouverture de la fête. Et je vais commenter aussi après un petit peu le nom de la fête qui a été donné. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est des robots en train de danser. Et l'idée, c'est une démo facile et impressionnante à faire. Donc ils ne sont pas en train de bouger, ils ne sont pas dans le public. Mais on voit la fluidité des mouvements, on voit la coordination de la chorégraphie entre eux. Donc ça fait le job. C'est hyper impressionnant. Même si ça cache un peu la poussière sous le tapis. Donc ce sur quoi travaille
Elon Musk, c'est sur un changement de la société. Il ne vend pas un produit. C'est ça la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il ne vend pas un produit, il vend une société. Il vend, j'ai envie de dire, une nouvelle civilisation. Évidemment, il n'est pas tout seul derrière, il n'est pas tout seul à travailler dans ce sens-là. Des sociétés qui travaillent sur des robots comme celui-ci, il y en a plein. Mais il n'empêche que c'est un projet global de civilisation qu'il vend avec aussi SpaceX, sa compagnie Hyperloop, Starlink, bon, tout ce qui fait... il y a une synergie entre ces différents projets, et l'IA est au cœur de chacun de ces projets. Donc ce Gus est juste incroyable, quoi. Il est sorti tout droit d'un film de James Bond. Et c'est ça qui est en train de se jouer sous nos yeux, en ce moment même, avec le robot van, le robot taxi et l'Optimus, Tesla Optimus. Mais, c'est pas du tout garanti qu'on arrive à cette civilisation. Pourquoi? Et Elon Musk en parle. Il a bien compris la menace. Il était un des premiers, je pense, parmi les figures publiques de stature mondiale à en parler. Je vous en ai parlé dans une vidéo de février. La Corée du Sud vient de déclarer l'état d'urgence démographique. Et pourquoi? C'est très simple, c'est à cause de ça. La pyramide des âges. Donc dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, je vous avais montré, là, si la tendance se poursuit, d'ici 30 ans à peu près, et c'est rien 30 ans, hein, d'ici 2050, 2060 grand max, les Sud-Coréens ne font plus de bébés. Le dernier bébé est né. Donc la situation est absolument dramatique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus dramatique encore que ce que vous pensez. Et je dis pas ça pour exagérer les choses et pour faire du buzz sur Internet. C'est vraiment dramatique. Et c'est précurseur de ce qui se passe dans toutes les sociétés avancées. Donc je le redis pour que ce soit clair et explicite. La société d'hyperabondance d'Elon Musk, les robots qui font le boulot pour nous, sont conditionnés à la crise démographique. Et je vais mettre quelques petites infos en relief. D'abord, l'état d'urgence a été déclaré cette année, seulement cette année. Donc le temps que les autorités s'aperçoivent du problème est très très long. Regardez la courbe. Alors pourquoi c'est si long? Bon, on peut se dire, là, ici, quand on regarde ça, on se dit, oui, c'est les fluctuations normales. Quand on regarde jusque-là, on se dit, ok, mais là, par exemple, ils auraient pu commencer à se poser des questions, là, il y a déjà 20 ans à peu près, ou disons, il y a 15 ans. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne se voit pas sur la courbe démographique de la Corée du Sud. Voilà, si vous regardez la Corée du Sud, les projections démographiques, c'est des choses comme ça, comme la courbe en bleu, là. Et vous vous dites, oui, ok, alors en 2020, ça va atteindre un pic, et puis après, ça va descendre doucement. Et donc, vous vous alarmez pas. Vous vous dites, c'est bien que la population, elle se stabilise. Au contraire, ou qu'elle diminue un peu. Parce que ce sont des pays hyper denses, avec une population hyper concentrée, qui vit beaucoup en ville. Mais même là, quand vous regardez la carte, vous vous dites, ouais, ok, il y a des centres urbains où c'est très très concentré, mais le reste, ça va, il y a quand même des campagnes. Donc en fait, vous passez à côté du truc. Ça n'apparaît pas immédiatement. Quand vous réalisez qu'en fait, et vous dites, oui, la pyramide des âges, la population vieillit, tout ça, ok. Quand vous réalisez que dans pas très longtemps, vous ne ferez plus d'enfants dans votre pays, là, vous vous dites, merde, en fait, il y a un gros problème. Donc ça, voilà. Ils sont peut-être au courant depuis un certain temps, mais en tout cas, ils viennent de déclarer officiellement que c'était le problème principal de la Corée du Sud. Ils ont un taux de fertilité de 0,72. C'est-à-dire, c'est quasiment une femme sur trois qui a un enfant et c'est tout. J'arrondis grosse maille, mais grosso modo, ça veut dire ça. 2 femmes sur 3 qui n'ont pas d'enfant. Et celles qui en ont, elles en ont qu'un. Et en plus, il faut voir à quel âge elles l'ont aussi. Bref, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que des pays essaient de relancer leur natalité. Je suppose que vous le savez. Le problème, c'est que jusqu'à présent, personne n'a réussi à le faire sur du long terme. Ça veut dire que là, la Corée du Sud, elle va faire quoi? Elle va mettre en place des mesures qui vont, on va dire, potentiellement arrêter la diminution de la fertilité. Peut-être que ça va l'inverser un peu. Le problème, c'est qu'ils ne sauront les résultats de ces opérations qu'au bout de 10 ou 20 ans. Et encore, 10 ans, c'est le minimum, c'est le strict minimum. 10 ans, il faut 10 ans pour voir les effets et il faut 20 ans pour avoir le recul derrière. Le problème, c'est que dans 20 ans, alors certes, si les mesures ont fonctionné, ils auront peut-être gagné un petit peu de temps, mais c'est surtout que dans 20 ans, si leurs mesures n'ont pas fonctionné, ça va être très compliqué, puisque la société sud-coréenne sera de plus en plus vieille avec de moins en moins d'enfants et de moins en moins de jeunes et de femmes en âge de faire des enfants. Et ça, l'âge auquel les femmes tentent d'avoir des enfants, c'est hyper important. Je ne connaissais pas cette courbe jusqu'à il y a peu. Quand j'ai découvert, ça a été un choc pour moi. Ça montre combien de chances il y a
qu'une femme tombe enceinte si elle fait une tentative pour avoir un enfant en fonction de son âge. C'est-à-dire qu'au pic de fertilité à 20 ans, en gros, il lui faut 2 cycles pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire là? Le 0,6, à peu près un peu moins de 2 cycles. Mais à partir, au-delà de 30 ans, et même avant, en fait, ça diminue hyper vite, quoi. Dès 20 ans, ça commence à diminuer. Quand vous vous retrouvez à 35 ans, c'est 0,2 le pourcentage. C'est même en dessous de 0,2. Ça veut dire qu'il va vous falloir 5 tentatives pour réussir. Et ensuite, ça va très très vite. Ça diminue très vite et après, ça devient presque impossible. Et s'il vous faut 10 tentatives pour réussir, bon... le temps de trouver quelqu'un qui vous convient, parce que souvent les jeunes femmes se disent oui, bon, j'ai le temps, je verrai quand je serai casée, etc., etc. Mais en fait, le temps de trouver la bonne personne, de s'assurer que ça va bien avec, il faut quelques années quand même pour connaître une personne et fonder un foyer stable. Bref, pour que toutes les conditions soient réunies au travail et tout, machin, ben en fait, le fait de repousser, les femmes ne se rendent pas compte à quel point ça complexifie énormément la difficulté d'avoir des enfants. Et c'est ça qui se passe, entre autres, dans la Corée du Sud. Parce que quand on demande, dans ce pays et ailleurs, aux gens s'ils veulent faire des enfants, ben la plupart du temps, c'est le cas en fait. La proportion des gens qui veulent faire des enfants et le nombre qui voulaient assurerait le seuil de reproduction. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, si les gens pouvaient faire autant d'enfants qu'ils le voulaient, ils auraient un peu plus de 2 enfants par femme. Donc ce sont tous ces facteurs qui font que, visiblement, les gouvernements se réveillent quand il est extrêmement tard et il va falloir suivre de très très près ce qui se passe en Corée du Sud. Et je vous le dis, vous allez en entendre de plus en plus parler de la dénatalité parce que ça va inquiéter de plus en plus de monde, de plus en plus de pays et de dirigeants. Et c'est complètement paradoxal parce que de l'autre côté, on a un discours écologiste qui nous dit « Oulala, faut plus faire d'enfants pour sauver la planète, ça se réchauffe trop, on tue la nature, etc. etc. » Donc, vous serez exposé aux 2 discours. Au moins, vous saurez de quoi ça parle, la partie dénatalité, que vous y adhérez ou pas. Donc nous sommes très clairement à un tournant majeur de la civilisation. C'est un tournant aussi important que lorsqu'on a créé la civilisation. En fait, c'est un changement anthropologique de même ampleur. C'est ce qui s'appelle le grand filtre. Est-ce que l'humanité va passer le grand filtre ou pas et devenir une civilisation multiplanétaire ou bien s'arrêter là? Où est-ce qu'on arrivera à stabiliser le truc? Bon, en gros, on y est. On va le savoir bientôt. Et c'est vraiment le sujet de la chaîne. Comment traverser cette époque? Donc moi, ce que je vous propose, c'est l'approche du souverainisme personnel. Comprendre comment fonctionne la société, la technologie, comment on s'y adapte en restant humain tel qu'on est aujourd'hui, puisqu'on a les moyens. Quand je dis on a les moyens, je parle de... On a les moyens en tant qu'humain biologique. On n'est pas obligé de partir dans la voie du transhumanisme pour se dire « Oulala, pour survivre, vu que la biologie est limitée, moi je vais décider de m'augmenter avec des prothèses, de me foutre des trucs dans le cerveau, de me mettre des bras bioniques ou je ne sais quoi. » Il y en a qui le feront, c'est leur choix, moi j'ai rien contre. Mais ce que je vous propose, moi, c'est comment on va traverser tout ça en restant on se connaît, puisqu'on a les outils pour. Ils ont été développés dans les... philosophie et spiritualité traditionnelle. Donc, ce sont des outils concrets qui sont aujourd'hui revisités par les neurosciences et réadaptés. Mais on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, parce que c'est ce dont je parle régulièrement sur la chaîne, même si je ne fais pas toujours tout le récap de pourquoi et comment tout ça, tous les sujets sont liés les uns les autres. Mais il y a un fil directeur. La technologie, qu'on le veuille ou non, va changer le monde complètement, va bouleverser tous nos repères. Et il nous faut la sagesse pour traverser cette époque.